Sechet Psachim Daf Mem Vav Amud Bet, on va commencer par Mem Vav Amud Aleph, la Mishnah qui est au milieu de la page. Batzek HaHeresh, Im Yesh Kayotsebo Shehmitz Areze Asur. On a deux versions, soit Batzek HaHeresh, soit Batzek HaHeres. De quoi parle-t-on? Alors, Rashi nous donne deux versions. Soit qu'on parle de la patte qui est sourde. Qu'est-ce que c'est que une personne sourde? Vous ne savez pas si elle vous a entendu, oui ou non. Vous parlez et vous ne savez pas si vous avez été compris. La même chose, on a ici une patte, un batsek, qui a des simanim, pas des vrais simanim de hametz, de himutz, parce que nous allons voir que d'après Rabbi Yehuda, les simanim de Chimutz, c'est à partir de ce qu'on appelle Karne Hagavim. Alors là, c'est Si'ur, aval, si les Sdakim nit'arvu zebazé, si on voit que la pâte, elle est fissurée, elle a tellement gonflé qu'il commence à y avoir des craquements à la surface de la pâte, donc on voit qu'il y a des fissures qui vont dans tous les sens. En effet, ces fissures-là, c'est du Chametz d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, même moins que ça, c'est déjà des fissures. D'après Rabbi Meir, rien que Karne Hagavim, si on a des formes de cornes de sauterelle, ici et là, ça veut dire ici une fissure sur la pâte, eh bien ça s'appelle déjà Himutz, pour Rabbi Meir. D'accord? Rashi nous dit qu'ici on parle d'une pâte, chez Irsifu Paneha, regardez s'il vous plaît, le Rashi, au milieu de la page. Batzek HaHeresh, chez Enonikar imehmitz imlav. On ne sait pas si cette pâte a déjà fermenté ou pas. Chez Meshunahu, ce Batzek là, Meshunehu. Kaheresh azé comme un sourd, chez Eshlo Oznaim, il a des oreilles, ve Enonikar im shomer imlav. Mais on ne sait pas s'il nous a entendus ou pas. Des en Adam Omed al biruro ve al da'ato. Un homme ne peut pas savoir avec certitude s'il a été entendu par le Heresh. Lishna Aharina, deuxième version de Rashi. Batzek HaHeres. Caché HaHeres. La pâte elle est dure comme de l'argile. Ve enonikar shehmitz. Rotzelomar irsifu panav. Aval en siduk les siman ahimutz. La pâte elle a jauni, elle a changé d'aspect, mais on ne sait pas s'il y a déjà eu du himutz ou pas. Les mefarshim nous disent que Rashi a adopté la chita de Rabbi Yehuda, qu'on va voir Be'ezrat Hashem dans le Daf Memchet, une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on appelle siduk? Pour Rabbi Meir, déjà Karne Hagavim, ça s'appelle Sidouk. Si il y a déjà un Sidouk, c'est du Hametz Gamour. Sidouk, ça veut dire qu'il y a des fissures. La pâte, elle a craqué. Mais si c'est du Si'ur, c'est Safek. Alors on avait dit Si'ur Isaref. Et c'était quoi Si'ur d'après Rabbi Meir? Et Sifu Panav, la couleur de la pâte a changé. Déjà il faut brûler, il ne faut pas manger. Parce que c'est peut-être Hametz déjà. Il faut brûler. Si'ur. Et là Rashi nous dit que bien que ce soit Sifu Panav, ça peut être encore kasher. Ça peut être kasher et on va voir dans quel cas c'est kasher et dans quel cas ce n'est pas kasher. Mais en tout cas, Rashi nous dit qu'il s'agit d'une pâte, shirsifu paneha, une pâte qui a changé d'aspect, mais il n'y a pas eu de craquement, il n'y a pas eu de fissure sur la surface de la pâte, il n'y a pas eu un sidouk, irsifu panam. Et malgré tout, ça peut être kasher comme on va le voir tout de suite. D'après qui ça va? Que d'après Rabbi Meir, que d'après Rabbi Yehuda, car d'après Rabbi Meir, il faut brûler une pâte pareille. Si elle a changé d'aspect, c'est qu'il y a déjà hashash himutz.
Il faut brûler cette pâte. Donc, certainement que Rashi a adopté la chita de Rabbi Yehuda, qui dit que quand c'est juste un changement d'aspect et que la pâte n'a pas craqué, il n'y a pas de fissure, alors c'est comme la matzah. C'est pas du tout un siour. Maintenant, reprenons les deux traductions de Rashi. Batsek Heresh ou Batsek Heres. Le résultat est le même. Soit que c'est une pâte bizarre et que tu ne sais pas si elle a fermenté, comme un Heresh que tu ne sais pas s'il t'a entendu, soit que c'est une pâte dure comme le Heres et tu ne sais pas si elle a fermenté. Parce qu'il y a juste un changement d'aspect, mais il n'y a pas eu de fissure, donc écarné Hagavim, donc il y a eu quand même un changement d'aspect, ça te laisse poser la question, est-ce que c'est Hametz ou pas? Tu as un doute. Quel est le din? La Mishnah nous dit comme ça. Batseka Heresh, im yesh kayotze bo, shehechmitz, hareze asur. La halakha est la suivante. Tu ne sais pas si cette pâte a fermenté, est-ce qu'elle est Hametz ou pas? Tu vas pouvoir le savoir grâce à une comparaison avec une autre pâte. Si au même moment, tu as pétri deux pâtes, toi tu as pétri une pâte, ta femme à côté de toi elle a pétri une autre pâte, et tu vois que la pâte de ton épouse, elle n'a pas fermenté. Alors même si la tienne elle a changé d'aspect, ce n'est pas de la fermentation. Mais si la pâte de ton épouse elle a craqué, elle a débordé, elle est fissurée, et la tienne elle a changé d'aspect, mais elle n'est pas encore fissurée, tu dis que certainement elle est Hametz. Car grâce à la pâte de ton épouse, tu peux révéler le secret de ta pâte. Ta pâte elle est bizarre. Soit elle a changé d'aspect, soit elle est dure comme du Heres, et elle a aussi changé d'aspect. Qu'on dise que Heresh ou que Heres, ça ne change rien. C'est juste une appellation qui change, mais le résultat est le même. C'est que tu te poses la question, est-ce que ce changement d'aspect est preuve de fermentation, oui ou non? Alors la Mishnah te dit, ça dépend. Prends une autre pâte, c'est-à-dire regarde l'autre pâte qui a été pétrie concomitamment. Si l'autre pâte a fermenté, alors c'est que la tienne aussi a fermenté. Si l'autre pâte n'a pas fermenté, c'est que la tienne non plus n'a pas fermenté. Et donc elle reste cachère. C'était deux pâtes différentes au même moment. Et c'est ça ce qui peut nous permettre de savoir si une pâte normale a fermenté à côté, ça veut dire que cette pâte aussi, elle a fermenté. Seulement, elle a tourné un peu différemment. Il n'y a pas eu les simanim, les signes de fermentation. Il y a de la fermentation, mais il n'y a pas les signes de fermentation. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas les signes? Eh bien, tu fais par comparaison. Eh bien, par comparaison, tu vois que la pâte d'à côté, elle a fermenté. Sous-entendu qu'il y a eu déjà le temps nécessaire pour la fermentation. Alors, même si la tienne n'a pas l'aspect d'une pâte fermentée, mais elle est tout de même fermentée. Même si elle n'a pas l'aspect. Comme on dit, elle n'a pas l'air, mais elle a la chanson. Lorsqu'on met de l'eau et de la farine ensemble, même sans mettre de la levure, après un certain temps, ça gonfle tout seul et ça fermente. Alors cette fermentation-là, voilà exactement. Donc maintenant, puisqu'il n'a pas les simanim, il a toutes les bonnes raisons de se poser la question. Alors on lui dit, la réponse à ta question, c'est grâce à la comparaison. Regarde celui qui a fait la même chose en même temps que toi, et grâce à cela, tu sauras ce que toi tu as eu. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Ve'im en sham kayotsebo mahu. Et si il n'y a pas la possibilité de faire une comparaison, un comparatif, c'est-à-dire que sa femme elle n'a pas pétri une autre pâte en même temps que lui, alors comment il peut savoir si le changement d'aspect de sa pâte est une preuve de himutz, oui ou non? La Gemara répond, Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kede sheyelech Adam mi Migdal Nunia le Teveria 1000. Eh bien,
c'est le parcours d'un mille, un mile. Un mile, c'est quoi? C'est le parcours de 18 minutes. Puisque on a un parcours, il y a tout un calcul. Mahalach Adam Benoni Bayom, Eser par Saot. Un homme, il peut marcher en une journée 10 parsaot. Dans une parsa, on a 4 millines. Donc le 1 mille, c'est un quart d'une parsa. Quand on fait le calcul de 12 heures dans la journée et Mahalach Adam Benoni, on obtient finalement que pour parcourir un mile, eh bien il faut 18 minutes. Et c'est ça le shi'ur de la fermentation. Si tu mets de l'eau dans la farine et que tu pétris, si tu laisses reposer pendant 18 minutes, c'est du hametz gamour. C'est ça le shi'ur. Alors voilà la réponse. Tu te poses la question, est-ce que ma pâte a fermenté? Elle a un changement d'aspect, mais je ne suis pas convaincu. Tout dépend du zman. Il y a déjà 18 minutes, c'est du hametz. Il n'y a pas encore 18 minutes, c'est de la matzah. Voilà. Maintenant, la Gemara n'a pas dit 1000. Elle nous a donné un parcours d'une ville à l'autre. Depuis la ville qui s'appelait Migdal Nounia jusqu'à Tiberia. Jusqu'à Tibériade, chez où 1000. En fait, il fallait un 1000. La Gemara pose la question, elle dit Venima, 1000. Pourquoi tu fais, où est-ce qu'elle est ton oreille? Tu dis comme ça. Le temps d'aller depuis Migdal Nounia jusqu'à Tibériade qui est 1000. Eh bien, dis-moi directement 1000. Hakamash Ma'lan, des shi'ura des 1000, qui est Migdal Nounia vers Tiberia. C'est-à-dire que, il y a, à l'époque de la Gemara, ils avaient l'habitude de faire ce parcours-là. C'est-à-dire ce parcours était bien connu. Tout le monde connaissait Tibériade et on connaissait Migdal Nounia. Et il y avait constamment des voyages et des trajets d'un endroit à l'autre, ce qui faisait que, en effet, tout le monde connaissait ce parcours-là. Puisque tout le monde connaissait ce parcours, c'était une référence. Au lieu de leur dire 1000, moi je sais pas, moi, je marche à 1000, combien de temps ça me met? Tu crois que j'ai chronométré, moi? Je n'ai jamais chronométré. Alors on te dit, tu veux savoir? Tu as déjà été une fois de Migdal Nounia à Tibériade? Oui, bien sûr. Combien de fois j'ai été? Alors on te dit, eh bien c'est ça le 1000. C'est exactement le parcours d'un 1000. Et si tu sais combien de temps ça met, c'est le temps de fermentation. Un 1000, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un 1000? C'est Alpaïm Amma. Combien c'est une Amma? Une Amma, c'est une marloquette. Il y a ceux qui disent 48 cm, c'est Rav Avraham Haïm Naé, ou 60 cm, le Hazon Ish. Alors, ça dépend, qu'est-ce que vous prenez comme base? Si on dit 48 cm, on va arrondir à 50. 50 cm multiplié par 2000, ça fait 1 km, 1000 mètres. Alors, voilà, le parcours d'1 kilomètre, c'est environ le shi'ur de 1000, c'est-à-dire 18 minutes. Les frères et les amis, d'ailleurs, à chaque fois que vous entendez shi'ur parsa, pour le gomel, pour tfilat haderer, c'est le shi'ur de parsa. Parsa, c'est combien? C'est arba'a milin. Et combien il te faut de temps pour parcourir un 1000? 18 minutes. Alors, arba'a milin, c'est 72 minutes. Et on va voir tout de suite, d'ailleurs, des halachot qui sont relatives au arba'a milin. Bon. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, les gabal, velitfila, velenetilat yadaim, arba'a milin. La Gemara nous dit que Rabbi Abahu nous enseigne 3 halachot qui sont relatives au shi'ur d'un parcours de 4 milines, 72 minutes. Gabal. Je vais laisser le gabal, c'est le plus difficile, alors je laisse en dernier. L'itfila, c'est facile. Tfila betzibour. Quelqu'un est en train de voyager, et le zman de shaharit, ou minha harit, on lui dit, tu sais, il y a un bet à Knesset. Il y a un bet à Knesset pas loin. C'est quoi pas loin? Eh bien, dans 3 milines, ou dans 4 milines, ou dans 5 milines. Alors, on lui dit, tu ne dois pas faire la tfila biyahid ici, attends d'arriver au Bet Knesset. Et tu as le devoir
d'aller au Beth HaKnesset pour faire la Tfila Betzibour. Quelle est la limite pour être Hayav? La limite, c'est Arba'a Milin. Tu dois encore continuer ton voyage pendant 1h12 et tu feras la Tfila Betzibour. Mais si c'est par exemple 5 Milin, alors là tu es pas tôt. Tu peux faire la Tfila Beyahid ici. On ne t'impose pas d'aller jusqu'au Beth HaKnesset, de faire le parcours de 5 Milin pour arriver au Beth HaKnesset. Non. La limite de l'obligation de Tfila Betzibour, ça s'arrête à cet effort de marcher Arba'a Milin. Ça, c'est les Tfila. Ou bien les Netilat Yadayim, la Seouda. Quelqu'un veut manger du pain, mais il n'a pas d'eau. On lui dit, il y a une fontaine. Dans une certaine distance, tu vas trouver une fontaine. On lui dit, mais combien de temps il faut que tu marches? Arba'a Milin. Il a l'obligation d'attendre. Même s'il a le creux à l'estomac, on lui dit, monsieur, tu n'es pas dispensé de Netilat Yadayim? Oui, mais j'ai de l'eau que dans une certaine distance. Eh bien, si c'est dans le cadre de Arba'a Milin, tu as l'obligation de marcher jusque-là pour faire Netilat Yadayim. Mais sinon, si c'est par exemple 5 Milin, tu n'es pas obligé. Tu peux manger ici le pain sans Netilat Yadayim. Et quoi encore? On a dit les Tfila Betzibour Arba'a Milin, les Netilat Yadayim Arba'a Milin, et les Gabbal. C'est quoi Gabbal? C'est le pétrisseur de la pâte. Un boulanger qui a été sollicité par un Baal Habayit, il lui dit, voilà, monsieur le boulanger, je vous paye, j'ai une belle réception, Be'ezrat Hashem, j'ai la bar mitzvah de mon fils, j'ai le Shabbat Hatan, je voudrais du bon pain. Voilà, voilà la farine, voilà l'eau, et voilà les kelim. Il s'avère que les kelim étaient tamés. Et pour les purifier, il fallait aller au mikvé. Mais le problème, c'est que le mikvé était loin. Le mikvé était à une certaine distance. Est-ce que le boulanger, qui a été payé pour ce travail-là, a l'obligation d'aller tremper les kelim? Jusqu'où va l'obligation? Si le mikvé se trouve dans un rayon de Arba'a Milin, de 72 minutes, eh bien, monsieur, tu as l'obligation d'aller tremper les kelim au mikvé pour avoir ce qu'on appelle lehem betahara, ochalin betahara. Mais au-delà de Arba'a Milin, tu n'as pas l'obligation. Tu peux pétrir même betum'a. À l'époque, beaucoup de gens faisaient attention de manger ce qu'on appelle hulin betahara. Ils mangeaient même des choses profanes betahara. Pas seulement la terouma, qui est une obligation de manger betahara. Et pas seulement les korbanot, qui est une obligation de manger betahara. Mais il y avait des gens qui mangeaient betahara, même le hulin. Ce qu'on appelle hulin al taharat kodesh ou hulin al taharat terouma. Bon, alors regardez maintenant ce que Rav Nachman bar Yitzchak va faire comme remarque. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Aïvou Amara ve'arba'a amarba. C'est trop mignon. Rav Nachman bar Yitzchak te dit, il y a deux erreurs dans la version précédente. Premièrement, selon la version précédente, c'était qui le porte-parole de cet enseignement? Amar Rabbi Abahu. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est Rabbi Abahu. Lui, il dit non, c'est une erreur de résonance, de consonance. C'est Rabbi Aïvou, pas Rabbi Abahu, c'est Rabbi Aïvou. Et c'est vrai que c'est facile de se tromper entre Aïvou et Avhu. Rabbi Avhu ou Rabbi Aïvou, ça ressemble. Première erreur. Il lui dit, pour être précis, c'est Rabbi Aïvou et c'est pas Rabbi Abahu. Deuxième précision, c'est pas 3 halachot, c'est 4. Arba'a amarba. Toi, tu m'as parlé que de 3. C'est quoi les 3? Gabal, Tefila, Netilat Yadayim. Lui, maintenant, il va rajouter encore une 4e. C'est quoi? Hadam inayhu ibud. Ditnan, vechulan she'ibdan, o she'ilech bahen kede avoda, tehorin, chutz mi'or ha'adam. Vekama kede avoda, amar Rabbi Aïvou, amar Rabbi Yanai, kede hilur,
arba'a milin. Pour comprendre ce sujet, il faut une introduction. Dans Masechet Hulin Daf Kuf Kaf Bet, là-bas on apprend le din de Tum'at Or. Est-ce que la peau d'une bête est Mekabelet Tum'a? La bête elle-même, c'est du bassar. C'est sûr que c'est Mekabel Tum'a. Si je prends un sheretz, met, ou un homme tamé, qui touche du bassar, quel est le din? Le bassar devient tamé, qu'on appelle Tum'at Ochalin. Si un homme tamé touche la peau, est-ce que cette peau devient tamée? Réponse, non. La peau ne devient pas tméa. Quand est-ce que ça peut devenir tamé? Que si on a fait de la peau un kéli. Et quand est-ce que on commence à en faire un... on va tanner. Et plutôt, je vais aller dans l'autre sens. Le kéli, le or, il faut en faire un kéli. Comment on peut faire un kéli de or? Eh bien, si je fais une veste, j'ai une peau de mouton et j'en fais une veste, voilà, j'ai un beged, Mekabel Touma. Ou bien si j'en fais un tapis pour m'asseoir dessus, une natte, c'est aussi. Bekitsour, la peau à l'état brut n'est pas Mekabel Touma, la peau en tant que kéli, c'est Mekabel Touma, c'est la règle. Maintenant, il y a deux sortes de peau. Il y a une peau qui est mangeable et il y a une peau qui n'est pas mangeable. Qu'est-ce qu'on appelle une peau qui est mangeable? Vous avez par exemple des agneaux qui ont une peau qui est très tendre. Et vous mettez ça dans la dafina, même la peau elle-même, comment vous l'appelez? Gelda. Gelda, ils appellent ça. C'est-à-dire que même la peau, elle est ramollie. Tu l'as mise dans la dafina avec la viande, eh bien même la peau elle-même, elle est mangeable. Une peau qui est mangeable, quel est son din? Elle est considérée bassar. Si elle est considérée bassar, elle est mekabelet tum'at ochalim, puisque c'est du ochel. Mais quel est le din si le bonhomme a pris cette peau, il n'a pas mise dans la dafina, elle était crue comme ça. On touche, il y a quelqu'un qui est tamé qui a touché. Tamé ou pas tamé? Alors on te dit comme ça. En temps normal, c'est tamé. Mais si le bonhomme a commencé à tanner la peau, s'il a tanné, alors pas tamé. C'est ou tanné ou tamé. C'est-à-dire que, étant donné que ce bonhomme a travaillé la peau, sous-entendu qu'il ne veut pas la manger. Et s'il ne veut pas la manger, il veut en faire un kéli, ça veut dire que cette peau-là, il ne l'a pas considérée orel. Il a considéré or. Un or n'est pas mekabel tum'a. Le principe est que une peau de bête n'est pas mekabel tum'a. Quelle est l'exception? La peau d'un agneau ou d'une bête qui a une peau très fine, qui est mangeable. Alors à ce moment-là, ça a un statut de bassar. Si ça a un statut de bassar, c'est mekabel tum'a. Comment? Bien sûr, si jamais il y a eu un contact entre la peau et une source de tum'a quelconque, un homme tamé ou un reptile mort, ça va devenir tamé. Ça deviendra tamé. Comment? Même sans la viande. La peau elle-même, elle est mekabel tum'a comme la viande, car elle est mangeable. Qu'est-ce qui va faire que la peau n'est pas considérée comme un aliment, mais comme une peau classique qui n'est pas mekabel tum'a, si on a pris cette peau et on l'a tannée? À partir du moment où on s'est mis à travailler la peau, c'est qu'on n'a pas considéré ochel, on l'a considéré or. Exact. Non, faut pas dire Kéli. Parce que si vous dites Kéli, donc c'est Mekabel Tum'a à titre de Kéli. Jamais. Le or, tant qu'il n'est pas un vrai Kéli, n'est pas Mekabel Tum'a. Mais est-ce qu'il s'appelle or? Ça dépend de ce qu'on en fait. On veut le manger, c'est du ochel, c'est du bassar. Si on veut pas le manger, on veut le travailler pour en faire un Kéli plus tard, alors c'est du or. À l'heure qu'il est, puisque ce n'est pas encore un Kéli,
c'est juste une peau à l'état brut, ce n'est pas Mekabel Tum'a. Alors je répète, si c'est considéré Bassar, c'est Mekabel Tum'a. Si ce or est considéré or et pas Bassar, et non Mekabel Tum'a. Qu'est-ce qui fera la différence lorsqu'il s'agit d'une peau tendre et qui est apte à être mangée? Ça dépend de ce qu'on en fait. Si on a commencé à la tanner, ça veut dire qu'on ne veut pas manger. C'est un or, et ce n'est pas Mekabel Tum'a. Ce n'est pas Mekabel Tum'a si c'est un or. Mais si on ne l'a pas tanné, alors là c'est tamé. Pourquoi? Parce qu'on a l'intention d'en manger, c'est comme du bassar. Si c'est comme du bassar, alors Badaï, c'est Mekabel Tum'a. C'est mon intention de faire un sac. Exactement. Non, mais alors ce n'est pas une question d'intention juste verbale ou mentale, il faut que ce soit actif. Alors c'est quoi le actif? À partir du moment où on a commencé la tannerie. Regardez ce que dit la Gemara. La Gemara nous dit Vechullan she'ibdan. C'est quoi ibdan? Ibed, il a travaillé la peau, il a tanné. O shehilech bahen, kede avoda. Ou bien s'il a marché sur la peau le temps de avoda, c'est-à-dire que pour travailler la peau, il faut la ramollir. Il y avait des gens qui, pour ramollir la peau avant de la tanner, ils commençaient à marcher dessus. Alors la Gemara dit Vekama kede avoda tehorin. Keder avoda théorine. Si il a marché dessus, keder avoda, c'est tahor. Chutz mi'or adam. À l'exception de la peau d'un être humain. La peau d'un être humain n'est pas Mekabel Tum'a. La chair d'un être humain, c'est Mekabel Tum'a. D'accord? Mais la peau d'un être humain n'est pas Mekabel Tum'a. Et puisque ce n'est pas fait pour être mangé, il n'y a pas de Tum'a Tochalin non plus. Le or des animaux, on a dit que ça dépend, ce que tu veux en faire. Même si c'est mangeable, même si c'est tendre, mais si tu voulais en faire une peau, l'homme est Mekabel Tum'a. Si tu veux manger, Mekabel Tum'a. Mais la peau d'un homme n'est pas mangeable, même si elle est tendre. Même si elle est tendre, on ne mange pas la peau d'un homme. Alors c'est l'homme Mekabel Tum'a. Ce qui est Mekabel Tum'a, c'est les Hatsamot, un mort. Un mort, il communique de la Tum'a. C'est le squelette, les os, ou bien la chair. Kazaït Bassar, ou bien le dam, Revi'it dam, mais pas la peau. Si quelqu'un a été malheureusement scalpé, quelqu'un qui a été dépouillé de sa peau, eh bien la peau elle-même n'est pas communicatrice de Tum'a. Chutz mi'or adam. Vekama kede avoda, amarabi ayvu amarabi anai, kede hiluch arba'a milin. Qu'est-ce que l'on appelle marcher sur la peau, et on considère que ça s'appelle Keder Avoda. La marche sur la peau pendant un certain temps, ça s'appelle de la tannerie, et si c'est de la tannerie, alors ça s'appelle Or, et si ça s'appelle Or, ce n'est plus Mekabel Tum'a parce que ce n'est pas du Bassar. Kama Keder Avoda, Amarabi Ayvu Amarabi Anai, Kede Hiluch Arba'a Milin. Il faut marcher pendant 72 minutes sur la peau. Il faut marcher pendant 72 minutes. Arba'a milin. 1 mille, c'est combien? 18 minutes. Fois 4, 72. Amar Rabbi aussi. Alors on a terminé le sujet, ça fait 4. Qui est-ce qui se rappelle les 4? On avait dit que Arba'a milin, on retrouve à propos du voyageur. Il a un Bet à Knesset, dans 4 milin, il a l'obligation d'aller à la synagogue. Pareil pour Netilat Yadayim, dans 4 milin, il doit attendre pour faire Netila. Également, on a trouvé la notion de 4 milin pour le Gabbal. Le Gabbal, le pétrisseur, le boulanger qui pétrit, alors il doit tremper les kelim au mikvé si le mikvé est à une distance de Arba milin. Et maintenant, on a vu le 4e sujet, c'est le temps de parcours sur la peau. On marche sur la peau. Eh bien, si on marche le shi'ur de Arba'a milin, c'est ce qui nous donne le résultat de Keder Avoda. Amar Rabbi Yossi bar Bichanina, lo shanu ela lefanav, aval et acharav, afilu mil eno choser. On a dit que le voyageur doit attendre d'arriver à l'eau pour Netilat Yadayim, ou d'arriver au Bet HaKnesset pour la Tfila. C'est seulement si c'est dans le sens de sa trajectoire, dans le sens de son voyage. Par exemple, quelqu'un
doit arriver du point A au point B, et dans cette direction, il va y avoir une synagogue, dans cette direction, il va y avoir Netilat Yadayim, alors on lui dit, attends, Arba'a Milin. Mais si maintenant il doit faire plutôt marche arrière, pour faire Netilat Yadayim, il est obligé de retourner sur ses pas. On l'oblige à retourner sur ses pas pour aller faire Netilat Yadayim Arba'a Milin, ou bien si par exemple pour la synagogue, il doit retourner sur ses pas, est-ce qu'on l'oblige d'aller à la synagogue pour faire Tfila Betsibour Arba'a Milin? Non. Regardez ça. Amar Rabbi Yossi bar Michanina, lo shanu ela lefanav, aval le'acharav, afilu mil eno choser. Même si la distance n'est que de 1 mille, déjà eno choser. Amar Ravacha umina, mil hude eno choser. Hapachot mi mil, choser. Rav Acha nous dit, de là je déduis que c'est seulement si c'était le parcours d'un 1000 qui n'a pas l'obligation, là je dis qu'il n'a pas l'obligation de revenir. Mais si c'est moins qu'un 1000, par exemple 17 minutes, un 1000 c'est 18 minutes, tu n'as pas besoin de faire marche arrière 18 minutes. Mais s'il s'agit d'une marche arrière de 17 minutes, alors oui, tu as l'obligation de faire marche arrière. Les poskim disent que c'est la même chose pour quelqu'un qui se trouve chez lui à la maison. Quel est l'effort qu'il doit faire pour Tfila Betsibour? Quel est l'effort qu'il doit faire pour Netilat Yadayim? Imaginons quelqu'un qui vit comme au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'eau à la maison, il fallait faire 3 km à pied pour aller puiser de l'eau. D'accord? Alors maintenant, pour faire Netilat Yadayim, est-ce qu'il a l'obligation d'aller puiser de l'eau pour faire Netilat Yadayim? Alors on dit la même chose. Si il faut aller 18 minutes ou plus, tu n'es pas obligé. Mais si le parcours que tu as à faire pour aller puiser de l'eau, c'est moins de 18 minutes, 17 minutes, eh bien tu as l'obligation. Pareil pour Tfila Betsibour. Si le Bet HaKnesset se trouve loin de chez lui, alors si le Bet HaKnesset il est à 18 minutes, tu n'as pas l'obligation. Tu peux faire la Tfila Biyahid chez toi à la maison. Mais si le Bet HaKnesset il se trouve à 17 minutes de chez toi, moins que 18 minutes, là tu as l'obligation d'aller au Bet HaKnesset pour faire la Tfila Betsibour. Nouvelle Mishnah. Ketzad mafrishin hala betum'a beyom tov. Rabbi Eliezer Omer, lo tikra la Hashem, ad shete'afe. Ben Betera Omer, tatil batsonen, Amar Rabbi Yoshua, lo zeu hametz shemuzharin alav, bebal yira'e ou bebal imatse. Ela mafrishata ou manihata ad ha'erev, ve'im ehmitza ehmitza. Dans cette Mishnah, nous parlons de quelqu'un qui va pétrir de la pâte pour faire d'un matzah pendant Yom Tov de Pessah. Vous savez que lorsqu'on pétrit une pâte, alors il faut prélever la challah. Est-ce que je peux pendant Pessah pétrir une pâte et prélever la challah pendant Yom Tov? Oui. Qu'est-ce que je vais faire avec cette challah? Eh bien, je vais la cuire. C'est-à-dire que je vais cuire au profit du Kohen. Et est-ce qu'on a le droit de cuire pendant Yom Tov? Évidemment que oui. Ochel nefesh. On a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Lorsque je vais cuire la challah dans le four, j'ai cuit la challah qui sera mangée et qui est mangeable pour le Kohen. Very good. Mais quel est le din si la pâte, elle était tamée? Par exemple, la femme qui avait touché cette pâte, qui avait pétri, elle était nida. Donc la pâte, désormais, elle est tméa. Lorsqu'on va prélever la challah, est-ce que le Kohen pourra manger cette challah? Réponse non. Car la challah ou la terouma, c'est kadosh. Et si c'était au contact d'une source d'impureté, ça devient la trouma tméa. Challah tméa. Assour de manger. Le Kohen n'a pas le droit de manger une trouma ou une challah qui est tméa. Maintenant, quel est le problème si je pétris une pâte pendant Pessah? Yom Tov de Pessah.
J'ai le droit de cuire du pain, la matzah. J'ai le droit de cuisiner. Mais c'est seulement pour manger. Mais je n'ai pas le droit de cuire quelque chose qui est immangeable. Le héter de cuire, c'est ochel nefesh. C'est pour manger. Mais cuire, en soi, c'est une mélacha. La mélacha, elle a été autorisée dans un objectif de consommation, de ochel nefesh. Or ici, puisque le Kohen n'aura pas le droit de manger, cette hala temea, alors comment on va pouvoir cuire? On ne peut pas cuire. D'accord? Tu ne vas pas cuire la hala. Tu vas cuire tes matzot, tu ne vas pas cuire la hala. Qu'est-ce qui va se passer avec cette pâte qui est crue? Après 18 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Elle va gonfler, elle va fermenter et devenir hametz. Tu vas avoir du hametz chez toi, à la maison, pendant Pessah. Que faire? Moi, j'ai envie de manger du pain. D'autre part, avec la hala, je ne sais pas quoi faire. Si c'était une pâte qui était tehora, et la personne qui pétrit tahor, tout est tahor, il n'y a pas de problème. Tu prélèves et tu cuis, et tu donnes au Kohen. La matzah qui est cuite, il va la manger. Mais puisqu'on parle ici d'une pâte qui est téméa, si je prélève la hala, je ne pourrai pas la cuire. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas mangeable. Si je ne peux pas la cuire, elle va fermenter. Alors comment je fais? Cuire, je ne peux pas. La laisser crue, je ne peux pas. Je suis entre le marteau et l'enclume. Comment je sors de ce pétrin? C'est le cas de le dire. La Mishnah nous cite 3 opinions. Mahloket. Première opinion, Rabbi Eliezer Omer, Lotikra la Hashem ad shete afé. Il faut être hacham. Ne rien dire avant la cuisson. Tu vas cuire toute la pâte, la totalité de la pâte. Tu fais des matzot, et voilà maintenant, tu as une dizaine de matzot. Toute la pâte a été cuite. Tu en as fait une dizaine de matzot. Maintenant, une fois que c'est cuit, tu prends une matzah, tu dis Harezo hala. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'afrish hala teruma. Tu prends une matzah, tu dis Harezo hala. Il n'y a plus de problème. Pourquoi? Car maintenant, ça ne peut plus fermenter. C'est déjà cuit. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Mais tu avais cuit quelque chose qui était tamé, et alors, tamé, c'est mangeable? Pourquoi c'est mangeable? Car je peux prélever de la hala. Si ce n'est pas cette matzah, c'est une autre matzah. Si ce n'est pas cette matzah, c'est une autre matzah. Ou bien même carrément, de la même matzah, je peux, de chaque matzah, prendre un petit bout. N'importe quelle matzah, je peux choisir, prendre un petit bout. Et dire zehala. Minatora, il n'y a pas de shi'ur à la hala. Minatora, il n'y a pas de shi'ur. C'est comme la teruma. Hita ahat poteret et akeri. Un petit bout. Seulement, il faut donner au Kohen quelque chose de hashuv. Tu ne vas pas te moquer de lui et lui donner n'importe quoi. Une quantité qui est infime. Alors, c'est pas joli. Mais là, de toutes les façons, il ne va pas manger. D'accord? Alors, de la matzah que tu as déjà cuite, tu prends un petit bout, tu dis Harezo hala. Alors, on dit comme ça. Puisque de chaque matzah, tu peux prélever comme tu peux ne pas prélever. Au moment où tu as cuit la matzah, c'était tevel. Tu peux dire que la matzah, tu peux dire que la hala, ça va être l'autre matzah. Cette matzah-là, je vais la manger. Et tu peux dire le contraire. Cette matzah-là, ça va être la hala, l'autre, je vais la manger. Donc, chaque matzah, elle est potentiellement mangeable par le propriétaire. Il n'y a aucune matzah qui est définie en tant que hala avant la cuisson. Quand est-ce qu'il lui a donné le nom de hala? Qu'après la cuisson. Donc, pendant la cuisson, puisque potentiellement chacune des matzot était mangeable, donc ça s'appelle ochel nefesh. Il cuit pour manger. C'est permis. Et quand il va lui dire zechala, il n'y a plus de risque de fermentation puisque ça a déjà cuit. Deuxième Tana, Ben Betera Omer, Tatil Matsonen. Ben Betera propose une autre solution à ce problème. Il dit, tu sais quoi?
on a une règle scientifique qui nous a permis de trouver une solution. C'est que le froid empêche la fermentation. D'ailleurs, dès que vous voulez faire fermenter une pâte, qu'est-ce que vous faites? Vous la mettez dans une ambiance chaude. Il faut qu'il fasse chaud. La chaleur fait fermenter. Le froid, ça glace, ça empêche la fermentation. Alors il dit voilà, quel était ton problème? C'est que la challah va fermenter? Eh bien, mets-la dans de l'eau froide. Tatil batsonen. Mets-la au congélateur. Mets-la dans les glaçons. Et comme ça, jusqu'au soir, elle ne va pas fermenter. Et à ce moment-là, tu la brûleras. Halat mea. Troisième proposition, Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yoshua, lo zeu hametz shemuzharin ala bebal yirae ou bal yimatze. Ela mafrishata ou manihata ada erev, v'im yachmitza yachmitza. Rabbi Yoshua dit, on n'a pas besoin de trouver des solutions lorsqu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire, il dit, je vois même pas la question. C'est quoi cette histoire-là? Tu m'as dit, comment il va prélever la challah? Qu'il prélève la challah. Ah, ça va devenir hametz? Et alors, que ça devienne hametz? Quel est le problème? Ah, le problème de balira et balimatse, on n'a pas le droit de posséder du hametz. Mais ce n'est pas à toi. Exactement. Puisque quand tu prélèves la challah n'est plus à toi. On a une règle. Lo yira elecha hametz, ve lo yira elecha seor. Hachamim disent shelcha lecha shelcha. Hametz shelcha iyata roe. Aval ata roe shel achirim ve shel gavoa. Étant donné que ce hametz là c'est de la challah et la challah n'appartient pas au propriétaire, ça appartient au kohanim. Alors il n'y a pas de problème de balira et balimatse. Tu vas me dire mais comment ça? Puisque ça appartient au kohanim, alors maintenant c'est les kohanim qui sont en Avera. Pourquoi? Car Balira et Balimatse, c'est chez Lahem. La réponse, c'est qu'il n'y a aucun Kohen spécifique qui est propriétaire. Je peux donner à n'importe quel Kohen. Il y a un Kohen qui vient qui me dit donne-moi, je lui dis non pas à toi, à l'autre. L'autre il vient, il me dit donne-moi, je lui dis non pas à toi, à l'autre. Alors est-ce qu'il y a un propriétaire? Aucun. Et ça marche. D'après Rabbi Yoshua, c'est l'astuce. C'est comme ça qu'on va pouvoir sortir du pétrin en prélevant la challah. On la laisse crue parce qu'on n'a pas le droit de la cuire pendant Yom Tov puisqu'elle ne sera pas mangée. On a le droit de cuire que pour Ochel Nefesh. Ah, tu vas dire, mais c'est du chametz à la maison. C'est du chametz, mais qui n'est pas à moi. C'est comme le chametz du goy. Est-ce que le chametz du goy peut rester chez moi à la maison? La preuve, c'est que quand vous vendez le chametz par le rabbin qui vend au goy, le chametz, il reste chez vous à la maison. Il faut juste mettre une mechitza pour ne pas en manger par oubli. Mais sinon, dans l'absolu, il n'y a aucun issour. Eh bien, pareil, cette hallah, elle appartient à personne. Moraï et Rabotai, si on doit résumer la mahloket entre Rabbi Yoshua et ses prédécesseurs, ça veut dire que d'après Rabbi Yoshua, il n'y a aucun problème de prélever la challah et de la laisser fermenter, devenir hametz pendant Pessah, il n'y a aucun problème. Parce que ça n'appartient à personne. Il n'y a pas de propriétaire. Alors que d'après Rabbi Eliezer, le premier Tana, qu'est-ce qu'il disait? Il y a un problème. Il ne faut surtout pas laisser la challah fermenter. Il faut d'abord tout cuire. Et après, une fois que c'est déjà cuit, tu prends une matzah, tu dis Zochala. D'accord? Sous-entendu que pour Rabbi Eliezer, il y a un problème. Pour Rabbi Yoshua, il n'y a aucun problème. On peut laisser la challah fermenter. Quel est l'objet de leur discussion? Pourquoi Rabbi Eliezer dit Assour de laisser fermenter la challah et Rabbi Yoshua dit permis de laisser fermenter la challah? A priori, ils sont tous d'accord sur le principe que quelque chose qui ne m'appartient pas, eh bien, un chametz qui ne m'appartient pas, je ne suis pas en infraction par rapport à lui. Alors, la challah, ça ne m'appartient pas. Pourquoi Rabbi Eliezer dit que c'est assour? Ce qu'a dit Rabbi Yoshua, c'est limpide comme l'eau de roche. Réponse. Regardez, je commence la Gemara. Premier mot de la Gemara. Lima, faut-il dire Betovat Hanaa Kamefalge?
qui sont Mahloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua par rapport au statut de Tovat Hana'a, d'un profit. Quel est le statut du profit indirect? Des Rabbi Eliezer Savar Tovat Hana'a Mamon, des Rabbi Yoshua Savar Tovat Hana'a Ena Mamon. Rabbi Eliezer te dit, si tu as un profit indirect de la chose, c'est comme si la chose t'appartenait. Et si tu n'as pas de profit, Rabbi Yoshua te dit, un profit indirect ne rend pas la chose comme étant ta possession. Alors j'ai dit des mots, mais je n'ai pas expliqué. Ici, on a par exemple la chala. La chala, est-ce que ça appartient au propriétaire de la pâte ou pas? Tout à l'heure j'ai dit que non. Car lorsqu'on prélève la chala n'est plus à lui. Elle est au Kohanim, mais comme il n'y a pas de Kohen spécifique à qui ça appartient, donc c'est une pâte qui n'a aucun propriétaire. C'est qui dit ça? Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabbi Eliezer n'est pas d'accord? Rabbi Eliezer te dit, c'est vrai que la pâte elle-même, la chala elle-même, n'appartient pas à son propriétaire, au propriétaire de la pâte. Mais, étant donné qu'il peut avoir un profit indirect, à savoir, si par exemple, il dit, il y a le voisin qui vient, le voisin il lui dit, tu sais, moi, mon petit-fils, il est Cohen. Ma fille, elle s'est mariée avec monsieur Cohen. Mon petit-fils, il est à la yeshiva. Tu peux lui donner, s'il te plaît, la chala. Tu peux lui donner, s'il te plaît, la terouma. Alors, et sache que moi, je te rendrai plein de services. Moi, je suis un bon bricoleur. À chaque fois que tu as besoin de réparer ton frigidaire et ton four, tu as une fuite d'eau, tu m'appelles. Gratuit. Alors, ça s'appelle Tovat Hana'a. Lui, il va donner la terouma ou la chala à son petit-fils, qui est Cohen. Alors, c'est vrai qu'il a donné, il a fait la mitzvah. Mais qu'est-ce qu'il a gagné en retour? Toutes sortes de profits indirects. Ça s'appelle Tovat Hana'a. Tovat Hana'a, Rabbi Eliezer nous dit Mamon. Qu'est-ce que ça veut dire Mamon? Ça fait que comme si maintenant, cette pâte-là, c'était du Mamon, tu l'as vendu. C'est comme si, en réalité, tu es propriétaire de la chala par rapport à la Tovat Hana'a. Il y a dans cette pâte quelque chose qui t'appartient. C'est la Tovat Hana'a qu'elle va te procurer. Même si tu ne peux pas manger toi-même la pâte, mais par le biais de la pâte, tu vas avoir des profits indirects, eh bien, c'est comme ton mammon. C'est comme ton mammon. C'est comme si tu étais propriétaire de la pâte. Et par conséquent, si tu es propriétaire du hametz, bevadaï ou bevadaï, que tu es en infraction, si tu gardes le hametz chez toi, car tu es considéré propriétaire du hametz. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Yoshua dit, Tovat Hana'a enah mamon. Des profits de ce type, qui sont des profits indirects, c'est pas considéré mammon. Ça veut dire que concrètement, tu n'as rien vendu. Ça veut dire que tout est dans un nuage. C'est dans le cloud. C'est-à-dire que, voilà, tu vas donner à son petit-fils. Peut-être qu'un jour, tu auras besoin de lui, peut-être qu'un jour, tu n'auras pas besoin de lui. Ça ne veut rien dire, ça. C'est abstrait. Ce n'est pas concret. Tovat Hana'a enah mamon. C'est pas un mammon concret. Donc tu n'es pas propriétaire de rien du tout. Dans cette chala, tu n'as aucune propriété. Cette chala ne t'appartient pas. Si elle ne t'appartient pas, il n'y a aucun problème de bali ra'e ou bali matzeh. C'est un chametz qui est chez toi, mais qui ne t'appartient pas. La Torah te dit Shelcha iyata ro'e, aval ata ro'e shel acherim, shel gavoa. Là, vous pouvez poser une belle question et de vous dire, mais de quoi on parle ici? On parle ici de halat me'a. La halat me'a, elle ne peut pas être mangée par le Kohen. Donc c'est quoi cette histoire-là de dire Tovat Hana'a? Il est propriétaire parce que il aurait pu donner au petit-fils de son voisin, qui est Kohen, et en contrepartie, il aura des services du voisin. Mais de toutes les façons, le petit-fils qui est Kohen ne peut pas manger cette hala puisqu'elle est tme'a. Donc il n'aura aucune Tovat Hana'a.
Mais on a déjà appris plusieurs fois que la Torah donne au Kohen la possibilité de profiter pendant la combustion. Même Troumat Mea, même Halat Mea, qui doit être brûlé, le Kohen a le droit de profiter pendant la combustion. Comme il est écrit dans le Pasuk, Va'ani hine natati lecha et mishmeret terumotai. Kadosh Baruch Hu dit à Aaron à Kohen, Shte trumot, truma tehora, truma temea, les deux elles sont pour toi. La tehora tu la manges, la temea tu la brûles, mais pendant que tu la brûles, tu peux te servir du feu. Contrairement au hametz, quand tu brûles le hametz, est-ce que tu as le droit de profiter du feu pendant Pessah? Chas v'shalom, asur ba'ana'a. Mais la terumat mea ou la halat mea, elle n'est pas interdite au profit, et Monsieur Cohen peut en profiter pendant la combustion. Exemple, je ne vous parle pas de chametz, je vous parle de l'huile d'olive qui est troumat mea. On a de l'huile d'olive qui est troumat mea. Il a le droit de mettre ça dans une lampe et de s'en servir comme une veilleuse. Pourquoi? Parce que la flamme va épuiser l'huile, ça va brûler l'huile, et bien il va faire les deux, d'une pierre deux coups, les deux choses à la fois. D'une part, il est en train de brûler l'huile, d'autre part, il profite pendant la combustion, car il se sert de l'huile comme combustible. Voilà, on a compris la mahloket. La Gemara, maintenant, je la relis, encore une fois, et on enchaîne. Lima betovat hana'a kamefalge, des Rabbi Eliezer savar tovat hana'a mamon, Rabbi Yoshua savar tovat hana'a et namamon. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça l'objet de leur discussion? Que Rabbi Eliezer pense qu'il est propriétaire du profit indirect, et donc ça le rend d'une certaine manière propriétaire du chametz, balira et balematse. Et Rabbi Yoshua dit tovat hana'a et namamon. Être propriétaire d'un profit indirect, ça ne lui donne pas un statut de propriétaire du chametz. La Gemara dit lo. Bien que ce soit beau, mais c'est faux. Pas obligé de dire que c'est ça l'objet d'un mahloket. Je peux proposer une autre façon d'expliquer leur mahloket. Lo. Découlé alma savre, tovatana'a et namamon. Tout le monde est d'accord. Même Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua pour dire que la Tovat Hana'a, ce n'est pas du mammon, puisque c'est abstrait. Tovat Hana'a, le profit indirect, ce n'est pas considéré comme du mammon, pour dire je suis propriétaire de cette Tovat Hana'a, donc je suis propriétaire du Chametz en quelque sorte. Non, personne ne dit une chose pareille, car c'est abstrait, ce n'est pas concret. Vehacha, mais ici, pourquoi ils sont en mahloket? Quelle est leur discussion? Beho'il kamefalge. Des Rabbi Eliezer savar amrinan ho'il ve'ibaim mitchil ala mamoneu. Des Rabbi Yoshua savar lo amrinan ho'il. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre eux, elle est de savoir est-ce qu'on peut appliquer la règle de ho'il puisque, ou bien ce qu'on appelle, on n'applique pas la règle de puisque. Ho'il, c'est quoi cette histoire? Ici, il y a une possibilité de faire un tarat nedarim et d'annuler la hala. Qu'est-ce que c'est que le prélèvement d'une hala? C'est prendre un morceau de la pâte et de dire toute la pâte, elle sera profane, elle restera profane, mais ce morceau deviendra kodesh. C'est ça le prélèvement de la hala. Tout restera profane et ce morceau deviendra kodesh. La chala, elle est kodesh, qu'on devra donner au Kohen. Mais si maintenant j'ai regretté, je ne veux pas donner ce morceau au Kohen, je voudrais lui donner un autre morceau de la pâte. Est-ce que je peux annuler ma chala? Eh bien oui, je peux aller chez un hacham, un beddin, je fais un tarat nedarim, et je dis j'ai regretté de consacrer ce morceau, je voudrais consacrer un autre morceau. En faisant un tarat nedarim, on annule le statut de hala de ce morceau de pâte. Et qu'est-ce qui va redevenir ce morceau de pâte? Profane, holin, alors qu'il était kodesh. Et à ce moment-là, je peux prendre un autre morceau de pâte. Alors, si concrètement je vais le faire, le même morceau de pâte
que je ne pouvais pas manger parce qu'il était halal, ce même morceau de pâte, maintenant que je l'ai annulé et que j'ai prélevé la halal d'un autre morceau, je pourrais le manger. Alors c'est ça la marloquette. Rabbi Eliezer dit, Ho'il, puisque potentiellement il a la possibilité, s'il le souhaitait, de faire un tarat nedarim et d'annuler le statut de halal de ce morceau et de le rendre houlin et de le manger, c'est comme si c'était déjà fait. Et si c'est comme si c'était déjà fait, donc ce n'est pas considéré comme la halal, c'est considéré comme du houlin, alors il est propriétaire de ce houlin. Étant donné qu'il a le potentiel, il a la possibilité, cette capacité d'annuler rétroactivement le statut de halal de ce morceau de pâte, ça fait qu'il est propriétaire en potentiel. S'il est propriétaire en potentiel, donc il y a balirae, balimatse. Rabbi Yoshua dit, le potentiel ça ne suffit pas, il faut du réel. Réellement, concrètement, c'est quoi ce morceau? C'est halal ou houlin? C'est de la halal, donc c'est kadosh. Si c'est kadosh, tu n'es pas propriétaire. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Oh, puisque s'il le souhaitait, il aurait pu faire un tarat nedarim et transformer ce morceau en houlin, et donc il redeviendrait propriétaire. Alors c'est comme s'il est encore propriétaire. Ma pétom, à l'heure qu'il est, c'est de la halal. Il n'a pas fait un tarat nedarim. Alors c'est ça la mahloket. Est-ce qu'on prend en considération cette éventualité ou on ne prend pas en considération cette éventualité? Est-ce qu'on va d'après le potentiel ou d'après le réel? Rabbi Eliezer va d'après le potentiel, c'est pour ça qu'il interdit. Rabbi Yoshua va d'après le réel, c'est pour ça qu'il permet. Je relis dans les mots. Lo, dechoule alma savre tobatana enamamon, veacha behoil kamefalge. Rabbi Eliezer savar amrinan hoil veibae itchil ala. Rabbi Eliezer dit, on applique la règle de hoil. Hoil veibae, puisque s'il le souhaitait, itchil ala, il va être shoel, sheelat, hacham, atarat nedarim, mamonehu. Alors c'est comme son mamon, potentiellement. Et donc il y a balirae, balimatse, et Rabbi Yoshua, ça va, lo amrinan ho'il. On ne dit pas que on suit le potentiel. Réellement, il n'a pas fait atarat nedarim, donc il n'est pas propriétaire, puisque la halal est kadosh. Maintenant, regardez la beauté de la suite de la Sougia, c'est trop beau. La Gemara, maintenant, va appliquer cette même règle de ho'il à autre chose, à Yom Tov et Shabbat. Regardez comment c'est fort le Inyan de Eruvet Avshilin. Là, on va rentrer dans le Inyan de Eruvet Avshilin. Itmar, on nous a enseigné dans le Betamidrash une mahloket. Ha'ofe mi Yom Tov lechol. Celui qui a cuit pendant Yom Tov, pas pour manger pendant Yom Tov, mais pour manger le lendemain qui est un jour de Hol. C'est assour. Est-ce qu'il reçoit Malkout? Oui ou non? Rav Chazda Amar Loke. Rabba Amar Eno Loke. Rav Chizda dit, ce monsieur a transgressé le Issour de l'Otaase Kol Melacha le jour de Yom Tov, puisqu'il a transgressé un interdit. Alors c'est normal qu'il reçoive 39 coups, Malkout. Rabba Amar Eno Loke. Rabba te dit, il n'y a pas de Malkout. Pourquoi il n'y a pas de Malkout? Pourtant, il n'a pas cuisiné pour Yom Tov, il a cuisiné pour le lendemain. Alors, il s'explique. La Gemara nous dit comme ça. Rav Chizda Amar Loke Lo Amrinan Ho'il Umekal'ele Orhim Hazele. Rabba Amar Eno Loke Amrinan Ho'il. Amrinan Ho'il. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Chizda donne un raisonnement extraordinaire. Excusez-moi, plutôt Rabba. Rabba donne un raisonnement extraordinaire. Il dit, il n'y a pas de Malkout. Tu veux savoir pourquoi? Parce que c'est vrai que concrètement, il a cuisiné, il a cuit le pain pour le lendemain. Pour le lendemain. Miyom Tov lechol. Mais malgré tout, je dis qu'il ne faut pas lui donner 39 coups. Pourquoi? Imaginons qu'il ait des invités à l'improviste. Arrivent des invités à l'improviste, qu'est-ce qu'il va leur donner à manger? Eh bien, le pain qu'il avait cuit pour demain, pour le lendemain, il va leur donner aujourd'hui. Ce qui fait que potentiellement, il peut utiliser ce pain aujourd'hui. Donc ça s'appelle Ophé Miyom Tov Bishvil Yom Tov. Donc il n'y a pas de problème, c'est Ochel Nefesh.
C'est vrai que dans son objectif, dans son intention, c'était pour le lendemain. Ça, c'est le réel. Mais le potentiel, c'est qu'il peut l'utiliser déjà aujourd'hui. Alors, Ho'il, puisque s'il avait des invités à l'improviste, eh bien, il aurait eu besoin de ce pain. Alors, ça s'appelle que, potentiellement, il a cuisiné pour aujourd'hui. Mais, Rav Hizda dit, ma pitom, est-ce que les invités sont là? Non. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, il pourrait y avoir des invités qui arrivent à l'improviste. Et si on mettait Paris dans une bouteille, ça c'est aller chercher des éventualités tellement étranges. Qu'est-ce que c'est que ça? Concrètement, il n'a pas d'invité. Réellement, il a fait pour demain. Eh bien, il reçoit 39 coups. Point à la ligne. Donc c'est exactement la même arloquette. Est-ce qu'on va appliquer le Ho'il ou on n'applique pas le Ho'il? Est-ce qu'on va d'après le potentiel ou d'après le réel? Rabba dit potentiel, Rav Hizda dit réel. Amar les Rabba les Rav Hizda, les didar de Amart, lo amrinan Ho'il, et achofin miyom tov les Shabbat. Alors Rabba dit à Rav Hizda, tu n'es pas d'accord avec moi pour l'histoire du potentiel? Puisqu'il pourrait avoir des invités à l'improviste, alors il ne devrait pas y avoir de malkout. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je te pose une question. Comment on fait quand Yom Tov et Shabbat sont juxtaposés? Yom Tov tombe un vendredi. On a le droit de cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat. Comment tu le fais? Alors il lui dit, parce que je fais Eruvet Avshilin. Il lui a dit, parce que, Amarle, Mishum Eruvet Avshilin. Avant Yom Tov, on a déjà commencé à cuisiner pour Shabbat. Alors Yom Tov, juste on termine. Amarle, Umishum Eruvet Avshilin, Sharina Nisura de Oraita. Il lui a dit, je ne comprends pas cette réponse que tu me donnes là. Eruvet Avshilin, ce n'est pas une réponse. C'est quoi Eruvet Avshilin? Avant Yom Tov, tu prends un morceau d'aliment, un aliment, tu dis, ça c'est pour Shabbat. Et alors? Eruvet Avshilin, c'est juste une takana de Chachamim. Comment tu peux permettre un issour de la Torah? Parce qu'avant Yom Tov, tu as pris un morceau, tu as dit c'est pour Shabbat. Et alors? Concrètement, tu as fait une melacha pendant Yom Tov pour Shabbat. Tu as cuisiné Yom Tov, pas pour Yom Tov, c'est pas Ochel Nefesh. Tu as cuisiné pour Shabbat le lendemain. Et la Vadaï, j'ai raison. Que Behemet, il n'y a aucune interdiction minatora de cuisiner Yom Tov pour le lendemain. Pourquoi? Parce que quand tu cuisines pour le lendemain, potentiellement tu peux t'en servir aujourd'hui. Tu peux avoir des invités qui arrivent à l'improviste et tu vas t'en servir aujourd'hui. Selon cette éventualité, à chaque fois que tu cuisines pendant Yom Tov, ça s'appelle pour Yom Tov. Même si dans ta kavana c'était pour le lendemain. Eh bien voilà, Yom Tov pour Shabbat. C'est vrai que j'ai cuisiné Yom Tov pour Shabbat, mais potentiellement je peux m'en servir déjà à Yom Tov. Puisque je peux m'en servir déjà à Yom Tov, alors c'est Minatora, il n'y a pas de Issour. Qui est interdit? C'est les Hachamim. Remamrou, Vemamrou. Eux qui ont interdit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, ils t'ont permis de cuisiner Yom Tov pour Shabbat si tu fais Eruvet Avshilin. Et Eruvet Avshilin, c'est pour les raisons qu'on retrouve dans Betzad Aftet Vav. Là-bas, la Gemara donne deux raisons pourquoi Hachamim ont été metaken Eruvet Avshilin. En tout cas, Remamrou, Vemamrou. Mais d'après toi qui dis que Ha'ofem Yom Tov Lechol Loke, alors comment est-ce qu'on peut permettre de cuisiner Yom Tov pour Shabbat grâce au Eruvet Avshilin? Le Eruvet Avshilin, ce n'est pas une raison de permettre. Eruvet Avshilin, c'est juste une takana de Chachamim. Comment ça peut autoriser un Issour de Oraïta? Donc j'ai raison de dire Ho'il. Amarle, Rav Hizda dit non, je ne suis pas d'accord avec ton Ho'il. Tu veux savoir pourquoi on a le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat? Amarle mi de Oraïta, tzorche Shabbat na'asim be Yom Tov, verabanan ou de gazroube gezera, shema yomrim ofin mi Yom Tov aflechol, vekevan de atzrichu arabanan eruvet avshilin, itle hekera. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, Minatora, on a le droit de cuisiner même Yom Tov pour Shabbat sans Eruvet Avshilin.
Pourquoi? Car la Kedushat Shabbat, elle est supérieure à la Kedushat Yom Tov. Celui qui fait une Melacha pendant Yom Tov, c'est que Malkout. Celui qui fait une Melacha pendant Shabbat, Hayav Skila, Hayav Karet. C'est beaucoup plus grave. Donc, étant donné que Shabbat est plus important que Yom Tov, si tu as le droit de cuisiner Yom Tov pour Yom Tov, à plus forte raison que tu as le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Donc, Tzorch et Shabbat, Na'asim bi Yom Tov. Les besoins de Shabbat, tu peux les préparer Yom Tov. Seulement, Hachamim ont interdit. Pourquoi ils ont interdit? De peur que les gens qui vont voir ça, ils vont dire, comme c'est permis de préparer Yom Tov pour Shabbat, alors ce serait peut-être permis de préparer Yom Tov pour le lendemain, qui est un jour de Hol. Alors ils ont interdit. Mais ils ont dit, nous qui interdisons, on permet avec Eirouvé Tafshilin. Car si voilà, exactement. C'est-à-dire que grâce au Eirouvé Tafshilin, les gens ne vont pas se tromper. Ils vont dire, on a le droit de compléter la cuisine, mais pas de commencer. Et Tivé. Maintenant, Rabat pose encore une question à Rav Frisda. Il lui dit, comment tu dis que on n'applique pas le Ho'il? Pourtant, il y a une braïta qui dit Behema mesukenet lo ishhot ela kede sheyachol echol hemena kazait salim iberod yom. Quel est le din si pendant Yom Tov, un homme voit que sa bête, elle est mesukenet, elle va mourir dans quelques instants, elle est mourante. Si elle meurt, il ne pourra pas la manger. C'est Nevela. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Vite, 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 Shrita. Il fait la Shrita, et comme ça, il a sauvé la mise. Au lieu qu'elle meure et qu'elle devienne Nevela, elle est Shruta, il pourra la manger. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Behema mesukenet lo ishrot ela kedei sheyachol le'echol hemena kazait salim iberod yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons le bonhomme, il est Yom Tov, et il est juste 3 minutes avant Motsae Yom Tov. 3 minutes avant Motsae Yom Tov. Il doit faire la shrita. Et après la shrita, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de la viande et il va mettre sur le halaesh. Halaesh, et il va cuisiner pour manger. Parce que faire la shrita, c'est une melacha. Vous êtes d'accord avec moi que shrita, c'est une melacha? On a le droit d'être shochet Yom Tov pour manger de la viande à la hèche? Oui. Mais hein? Pourquoi la hèche? Parce que c'est le plus rapide. J'ai pas besoin de faire la meliha. J'ai pas besoin de saler la viande. Non, ça veut dire que quelle est la cuisson et le profit le plus rapide de cette viande que je vais shriter pendant Yom Tov, même s'il me reste 3 minutes seulement, c'est à la hèche. Alors on te dit comme ça. Si tu as le temps, le laps de temps nécessaire qui est suffisant pour faire la shrita et prendre vite, vite un morceau de viande, vite, vite, à la hèche, vite cuire, vite manger, si tu as le temps de faire tout ça, that's very good. Avant que ça sorte Yom Tov. Mais si tu ne restes que 2 minutes, tu n'as pas le temps de faire la shrita, de prendre un morceau de viande, de le cuire et de le manger pendant Yom Tov, alors ce n'est plus Ochel Nefesh. Si ce n'est plus Ochel Nefesh, tu n'as pas le droit de faire une shrita qui est une melacha, shelo letzorech ochel nefesh. Regardez la bataille. Vous savez que ce monsieur, il avait déjà déjeuné. Là, c'est Motsaï Yom Tov, mais lui, il avait déjà déjeuné. Et dans son repas, vous savez ce qu'il a mangé? Il a mangé, comment on appelle ça, les vol au vent. Il a mangé le couscous, il a mangé la pkaïla, il a mangé la dafina, il a mangé 3 côtes de veau. Et maintenant, Skin, il ne peut plus faire entrer une aiguille. Alors maintenant, celui-là, on lui dit, malgré tout, si potentiellement tu as le temps, le laps de temps suffisant pour faire shrita, cuire et manger, asbeseder. Mais attends, quoi manger? Ce monsieur, il n'a plus de place. D'accord? Alors il dit potentiel. Regardez ça. לא ישחוט אלא כדי שיכול לאכול ממנה כזית סלים מבעוד יום. יכול לאכול אף על גב דלא באי למיכל. בשלמה לדידי דאמרי הואיל ואין באי למיכל מציל אחי משום אחי ישחוט. אלא לדידך דאמרת לא אמרינן הואיל אמי ישחוט. Alors il lui dit d'après moi, puisque en potentiel il aurait pu manger, même s'il n'a pas envie de manger parce qu'il a déjà bien déjeuné, malgré tout, on lui permet. Pourquoi on lui permet? Parce que potentiellement, s'il voulait manger, il aurait pu. On ne va pas d'après le réel, est-ce qu'il va manger ou pas manger.
on va d'après le potentiel. Donc tu vois que j'ai raison. Qu'on ne donne pas malcoute à quelqu'un qui a cuisiné pour le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu s'en servir aujourd'hui pour des invités qui viendraient à l'improviste. Même s'il n'y a pas d'invité, on dit Ho'il. Et ma preuve, c'est cette braïta. Tu vois que même s'il ne va pas manger, on dit Ho'il. Amar le mishum efsed mamono. Il lui a dit ça ce n'est pas une preuve qu'on applique le Ho'il. Ici, c'est vrai que pour éviter une perte, parce que si la bête va mourir sans shrita, ce sera une nevela, il ne pourra pas manger. Alors il lui a dit Mishum efsed mamono, sharina nisora de oraita. Alors quoi, pour éviter une perte d'argent, tu permets à Issour de la Torah? Amarle in, lui a dit oui. Ça veut dire quoi? Mishum efsed mamono, gamar belibo lechol kazait, ve'i efshar le kazait basar, belo shrita. Il lui dit, ce monsieur n'a pas envie de perdre l'argent. Puisqu'il n'a pas envie de perdre l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit comme ça. Il dit, Rabbi, est-ce que j'ai le droit de faire la shrita? Il lui dit, si tu manges, oui, tu as le droit. Il dit, alors s'il faut manger, moi je mange. Ça veut dire qu'en fait, s'il faut juste manger, il n'y a pas de problème. Je vais prendre un kazaït. C'est vrai que je n'ai pas faim. Combien il faut manger pour permettre de faire la shrita? Il lui a dit kazaït. Mais comment tu vas prendre kazaït? Tu es obligé de faire la shrita de toute la bête pour manger un kazaït. Si tu as le temps de manger un kazaït, alors en effet, on te permet de faire la shrita beyom tov. Bien que la grande majeure partie de la bête, tu vas la manger quand? Après Yom Tov. Qu'est-ce que tu vas manger pendant Yom Tov? Juste un kazaït, ça suffit. Puisque Ifchar les kazaït bassar belo shrita, alors on te permet la shrita pour le kazaït bassar. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va manger pendant Yom Tov? Il va faire l'effort de manger un kazaït. Donc c'est pas Ho'il. C'est pas Ho'il. Quand on nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il ait le temps de pouvoir manger un kazaït. Et là, tout va bien, tout est bien, qui finit bien.